Grand merci, Michel, pour cette invitation à être présent ici 2 semaines à Ottawa. On est très heureux effectivement de tous les échanges qui ont lieu. C'est une relation d'échange qu'on a depuis longtemps avec Michel qui a participé à des projets de recherche menés depuis Louvain, qui est déjà venu enseigner, à la faculté de droit de Louvain également. Donc c'est toujours un plaisir et effectivement, c'est la deuxième fois que je suis dans cette salle pour une conférence, 5 ans après, une présentation sur la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, avant qu'elle ait rendu son fameux arrêt Dobbs. À l'époque, l'actualité, c'était l'arrêt Obergefell sur le mariage homosexuel qui avait été prononcé en 2015. Je ne sais pas si la présentation est prête. Dans ce cas, je vais commencer. Donc, je voudrais aussi remercier les personnes présentes en ligne et dans la salle. Je suis heureux de voir quelques visages que j'ai croisés depuis notre arrivée ici à Ottawa. Et je vais essayer de tenir le temps. Michel, tu sais que c'est voilà, mon talon d'Achille, mais je voudrais effectivement laisser le temps aux échanges. Donc le PowerPoint, là, il fonctionne. Et effectivement, l'angle d'attaque que j'ai choisi pour cette présentation, eh bien, c'est l'idée qu'au fond, l'euthanasie que nous avons en Belgique, mis en place en 2002, n'a pas donné lieu à beaucoup de jurisprudence ou de litiges devant les juridictions pendant 15 ou 20 ans. Et puis, ces dernières années, les choses se sont un peu précipitées avec notamment un grand procès strasbourgeois devant la Cour européenne des droits de l'homme et puis aussi un procès qui a démarré devant les juridictions pénales en Belgique et qui a donné lieu à des péripéties devant tant notre Cour de cassation que notre Cour constitutionnelle dont je vous entretiendrai. Et ces différents litiges conduisent effectivement à remettre en question, peut-être pas l'ensemble de notre dispositif, mais certains aspects de celui-ci. Alors, je pense que ce n'est pas inutile. Keyboard or mouse, or try arrow keys. Left and right. No, it doesn't work. La souris. La souris. Oui, la souris. Je vais avec la souris. Merci. Je pense que ce n'est pas inutile de commencer par rappeler les grands traits de notre régime belge avant d'en venir aux actualités et aux perspectives. Et peut-être en premier lieu, c'est intéressant de remettre les choses dans une perspective historique. La question de la fin de vie est finalement déjà assez ancienne. Les premières associations anglophones de défense du droit de mourir datent du début du XXe siècle déjà. Dans les années 70, ces associations nationales se regroupent dans une fédération internationale et en ce qui concerne la Belgique, c'est en 1982 qu'on a la création de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est 2 ans après qu'on a une première proposition de loi encadrant ce que vous appelez l'aide médicale à mourir et ce qui sera en 2002 chez nous la loi sur l'euthanasie. Ça ne se concrétise pas tout de suite. L'Oregon nous prend de vitesse en 1994 avec sa législation en matière de fin de vie. On a ensuite un sondage réalisé auprès de la population belge au milieu des années 90, en 1995, qui indique qu'une partie significative de la population est favorable à une dépénalisation. Et puis, on va avoir un effet d'accélération au tout début des années 2000 avec des médecins qui vont être poursuivis. C'est-à-dire que, exactement comme en matière d'avortement, des médecins vont prendre la responsabilité de se mettre en contrariété à la loi, vont pratiquer des euthanasies alors que la loi ne le permet pas encore et ils vont être alors poursuivis et parfois emprisonnés. Et c'est un cas en 2000 de 2 médecins liégeois qui font l'objet de poursuites pour meurtre, puisqu'évidemment, à défaut de cadre organisant l'euthanasie, donner la mort volontairement, c'est un meurtre. C'est ça qui va, disons, jeter un coup de projecteur sur la question de la fin de vie assistée et placer la question au premier plan des préoccupations politiques et médiatiques. Dans le même esprit, on va avoir l'euthanasie de monsieur Jean-Marie Laurent. Donc, c'est quelqu'un qui était atteint d'une maladie dégénérative et qui était aussi une personnalité publique, un homme de radio et de télévision, et qui va alors se lancer dans un combat pour pouvoir accéder, lui, à la fin de vie assistée, mais ça va être aussi alors un combat plus général qui va prendre la forme notamment de la publication d'un livre. Et donc, entre la condamnation des médecins et puis ce plaidoyer par une personnalité publique, il va y avoir disons, une attention particulière sur cette question. En 2001, nos voisins néerlandais
font le pas d'une dépénalisation et nous les suivons finalement en 2002. Je ne peux pas rentrer dans les détails du processus politique, mais 2002, c'est l'adoption de notre loi. Elle intervient dans un triptyque de lois médicales puisque la même année, on adopte notre loi sur le droit de patient, qui est le cadre général en Belgique sur la relation de soins, mais aussi la loi sur les soins palliatifs. Donc on a dans le même mouvement, si vous voulez, la loi sur les droits des patients, le cadre général, la loi sur les soins palliatifs et la loi sur l'euthanasie. En 2014, nouveau soubresaut important avec l'extension de la possibilité de l'euthanasie aux mineurs, hein, qui va attirer l'attention du monde entier en fait sur la Belgique avec des condamnations assez fortes qui vont venir notamment des États-Unis, hein, qui suivent beaucoup l'évolution de la question en Belgique, mais aussi du Conseil de l'Europe avec des parlementaires strasbourgeois qui avaient fait une résolution pointant du doigt la décision prise en Belgique. Après 2014, une relative tranquillité pendant quelques années, et puis deux affaires très importantes dont je vais vous parler aujourd'hui. L'une interne, l'euthanasie d'une dame qui s'appelle Tine Nice, qui va donner lieu à un procès devant la cour d'assises en Belgique, et puis l'affaire Tom Mortier, qui est une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle je reviendrai également. Et puis, en ce qui concerne les perspectives futures, la question qui commence à faire parler d'elle, et j'ai entendu déjà les étudiants parler entre eux avant la présentation, mais c'est une question qui interpelle ici aussi, je pense, c'est la question des personnes démentes et de la planification par ces personnes d'une fin de vie assistée pour un moment ultérieur où elles ne seront plus juridiquement, techniquement capables de prendre des décisions. Voilà pour notre cadre général, ou en tout cas la perspective historique. Et je pensais utile peut-être de nous plonger directement dans le bain avec quelques chiffres pour rendre les choses concrètes. On vient de recevoir, on a une commission fédérale qui chaperonne le système et elle publie des rapports périodiques à propos de l'euthanasie. Les derniers chiffres qu'on a, c'est pour l'année 2022 avec 3000 euthanasies enregistrées en Belgique à peu près, 2966. Il y a des informations importantes sur l'âge des personnes qui recourent à l'euthanasie. Pour 75% des patients sont des personnes qui ont plus de 60 ans, mais on a encore de très hauts volumes, voilà, peut-être 60% qui ont plus de 80, etc. Donc la majorité des euthanasies est très haut, évidemment, dans la pyramide des âges, et c'est seulement 1% des patients qui ont moins de 40 ans. C'est intéressant. Et par ailleurs, par rapport à l'euthanasie des mineurs, en 2022, il n'y en a pas eu la moindre, d'accord? Donc ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. Une autre chose importante, c'est que le droit belge n'exige pas, pour procéder à une euthanasie, que le décès soit a priori prévisible à brève échéance, mais 80% des euthanasies concernent quand même des personnes qui sont condamnées de toute façon à mourir par rapport aux connaissances actuelles de la science dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça va donc, suivant la commission euthanasie, brève échéance, ça veut dire dans les semaines ou les mois qui viennent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les causes principales qui amènent les gens à recourir à l'euthanasie sont parfaitement identifiées. Une immense majorité de cas, ce sont des cancers ou des polypathologies, c'est-à-dire des personnes parfois âgées qui combinent tout un tas de pathologies qui leur causent des souffrances terribles et qui, dans la plupart des cas, amènent à considérer que de toute façon, leur décès interviendra bientôt, tandis que les affections psychiques, psychiatriques, dont je parlerai plus tard, ne représentent qu'à peine 1% des euthanasies en Belgique, mais concentrent, et c'est bien normal, une grosse part de l'attention consacrée au phénomène. Des éléments peut-être moins cruciaux, mais qui ont leur intérêt, en tout cas dans le contexte belge. Il y a beaucoup plus d'euthanasie dans la partie néerlandophone de notre pays, au nord, que dans la partie francophone. Et il n'y a pas comment dirais-je, d'explication, en tout cas scientifiquement établie à ce sujet. Culturellement, le nord du pays, les Flamands sont plus proches des Pays-Bas, donc peut-être qu'il y a comme ça une culture plus libérale, plus favorable à la fin de vie assistée. Mais voilà, la Commission fédérale réclame depuis longtemps un rapport, une étude scientifique qui permettrait d'expliquer ce différentiel. Les Wallons, les francophones demandent moins l'euthanasie. Sur le lieu de l'euthanasie, c'est aussi un point important pour visualiser les choses. C'est une moitié qui se déroule à domicile chez les personnes et l'autre moitié soit dans un hôpital, soit dans une maison de repos et de soins où la personne vit. Et puis un autre élément important, parce que
par rapport à ce qui est dit de la Belgique à l'étranger, pour nous, c'est important. Sur l'année 2022, par exemple, il y a à peu près 60 patients qui sont venus de l'étranger. Une grosse part d'entre eux vient de France et je reviendrai sur ce cas. Mais donc, la Belgique n'est pas une destination de tourisme de masse en matière d'euthanasie. Et ça, pour nous, c'est aussi important, évidemment, de le rappeler. Alors, la commission euthanasie, j'y reviendrai aussi, elle a non seulement pour but de donner à la population générale des informations sur l'euthanasie, elle est aussi chargée de contrôler les euthanasies. Et si une euthanasie ne respecte pas les conditions légales, elle est censée renvoyer le dossier au parquet pour poursuivre les personnes qui ont participé pour meurtre. Mais en 2022, il n'y a pas eu de transmission des dossiers. Voilà un tableau toujours tiré des documents de la commission sur le nombre d'euthanasies. La première année où ça a été légalisé, il y avait 260 euthanasies. Et il y a effectivement une augmentation. On est passé de 260 à 2700. Donc c'est x10. C'est x10 en 20 ans. Donc c'est une augmentation non négligeable. Aujourd'hui, c'est 2% à peu près des décès qui interviennent en Belgique qui sont des décès par euthanasie. Donc, c'est non négligeable. Maintenant, on peut vraiment comprendre que dans les premières années, quelque chose qui est nouveau, éthiquement compliqué, c'est peut-être normal qu'il y ait un temps d'adaptation. Aujourd'hui, c'est vrai que l'euthanasie est quelque chose qui, en tout cas culturellement en Belgique, est assez bien accepté. Et on peut alors comprendre que pas mal de gens, en tout cas, le considèrent beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire en 2003 ou en 2004. Peut-être aussi que, et j'en parlais avec Michel à l'occasion d'une discussion informelle, peut-être aussi que les personnes qui sont âgées maintenant, comment dirais-je, sont aussi des personnes qui ont eu une histoire différente, qui ont grandi dans un contexte différent et qui sont peut-être plus sensibilisées aux questions d'autonomie et peut-être aussi qui ont pris plus de distance avec l'héritage de la religion catholique qui était en Belgique comme ailleurs assez prégnant et qui tend à s'estomper progressivement. Ça, je trouve que c'est un deuxième tableau intéressant à vous montrer, c'est la répartition des affections qui conduisent les gens à recourir à l'euthanasie. Et vous voyez, ça, c'est la colonne du cancer. Et donc, c'est vraiment une très grosse proportion. Puis les polypathologies, les maladies nerveuses, les maladies circulatoires, respiratoires. Et là, en fait, on a tout à droite du tableau, les euthanasies qui vont éthiquement et juridiquement poser le plus de questions et faire débat, c'est-à-dire les affections psychiatriques, les troubles cognitifs et donc la question de la démence, évidemment. Et puis, on a quand même disons, une pathologie proprement physique qui arrive en bout de course, c'est les troubles, les pathologies digestives. D'accord? Mais ça, je pense, c'est important d'avoir à l'esprit quand on parle d'euthanasie. On parle essentiellement de personnes âgées, voire très âgées, appelés à mourir de toute façon à brève échéance et souffrant de cancer ou de polypathologie. Et puis les autres cas, ils existent, ils sont parfois éthiquement terribles, mais ils représentent une minorité, peut-être même une minorité infime des cas d'euthanasie. Alors, quelles sont les conditions à respecter? A priori, c'est le régime de base et je viendrai au cas particulier et donc difficile après ou plus difficile après. La personne doit en règle être capable et consciente, se trouver dans une situation médicale sans issue, c'est-à-dire sa souffrance est constante, insupportable, inapaisable et résulte d'une affection grave et incurable. Et puis évidemment, il faut une demande volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. Ça, ce sont les conditions de fond. Donc, ce sont des conditions qui, disons, laissent le champ assez ouvert, le champ assez libre pour formuler en tout cas une demande d'euthanasie. Mais cette liberté de formuler une demande d'euthanasie est compensée en quelque sorte par la liberté des médecins qui peuvent faire valoir une clause de conscience. C'était le sujet de la présentation de Stéphanie Wattier ce lundi. Aucun médecin ni aucune infirmière n'est obligé de participer à un processus d'euthanasie. On a eu une évolution récente qui empêche les institutions d'exclure que des euthanasies aient lieu chez elles. Parce qu'auparavant, des maisons de repos et de soins ou des hôpitaux décidaient qu'on ne pouvait pas faire d'euthanasie chez elles, ce qui impliquait que certains patients qui souffraient terriblement et avaient un médecin qui acceptait personnellement de faire l'euthanasie ne pouvaient pas être euthanasiés là où elles résidaient ou là où elles étaient hospitalisées. Il fallait se lancer dans des processus complexes de déménagement, etc. Donc aujourd'hui, suite à une réforme de 2018, une institution hospitalière ou une maison de repos ne peut pas interdire l'euthanasie dans son enceinte. Alors, contrepartie de la liberté des médecins, ils doivent
répondre rapidement à la demande. Quand la demande leur est faite, ils doivent donner une réponse négative ou positive à la personne en temps utile et en tout cas dans les 7 jours, hein, pour que la personne puisse s'orienter autrement. Et alors, les médecins doivent renvoyer le dossier à un autre médecin si la personne leur indique un médecin à qui renvoyer le dossier, mais ne sont pas tenus eux-mêmes de trouver, tu en parlais Michel l'autre jour, ne sont pas tenus de trouver un confrère susceptible d'accepter la demande d'euthanasie. Si la personne ne demande pas le renvoi vers un médecin déterminé, le médecin qui refuse peut se borner à renvoyer à une association qui, elle, aura une liste de médecins dont on sait qu'ils pratiquent l'euthanasie. Ça, c'est intéressant en termes d'équilibre entre la liberté du patient et sa possibilité d'accéder aux soins qu'il demande, et aussi le respect de la liberté de conscience du médecin. Et si ce cadre légal est respecté, il n'y aura pas d'infraction pénale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de règles pénales spécifiques dans la loi sur l'euthanasie. La loi sur l'euthanasie vient simplement faire une bulle d'exception à l'incrimination de meurtre, c'est-à-dire que si ces conditions ne sont pas respectées, on n'est plus dans le cadre de la loi sur l'euthanasie et donc on tombe dans le régime pénal de droit commun du meurtre par empoisonnement, et on verra que ça donne lieu à des difficultés un peu plus tard. Au plan des assurances, bon, c'est un détail, si on meurt par euthanasie, on est considéré comme décédé de mort naturelle. Alors, sur le plan de la procédure, parce que dans ces questions bioéthiques, évidemment, le déroulement du processus est crucial pour le respect, voilà, la mise en balance entre l'autonomie de la personne et la protection du droit à la vie. Le médecin doit dispenser évidemment une information complète, en ce compris voilà, sur l'espérance de vie, sur les possibilités qui resteraient de traitement pour essayer de s'en sortir, mais aussi sur les alternatives que constituent par exemple les soins palliatifs. Donc c'est une information obligatoire en vertu de la loi. Il faut une série d'entretiens espacés et que le médecin puisse, comment dirais-je, être convaincu de la persistance de la souffrance de la personne et de sa volonté d'être euthanasié. Il faut dans tous les cas consulter un autre médecin qui est compétent pour la situation de la personne et qui est indépendant par rapport à la personne et par rapport au premier médecin. Si on n'est pas dans un cas où le décès va de toute façon intervenir à brève échéance, donc la personne souffre terriblement d'une maladie incurable, mais on ne peut pas dire qu'elle va nécessairement mourir dans les semaines ou les mois qui viennent, là, il ne faut pas seulement un deuxième médecin, il faut un deuxième médecin, donc un troisième médecin qui est lui aussi indépendant et qui doit être spécialiste de la pathologie en question. Par exemple, un oncologue pour une personne souffrant d'un cancer. Alors, si la personne est suivie par une équipe médicale, par exemple, voilà, son oncologiste et puis les 2 ou 3 personnes, il faut organiser une réunion pluridisciplinaire avec l'équipe de soins. Et si la personne le demande, il faut aussi organiser une consultation avec les proches. D'accord ? Mais ça, c'est si la personne le demande. Et puis, évidemment, la demande d'euthanasie doit être faite par écrit. Ça, c'est la procédure avant l'euthanasie. Et est-ce que je peux poser une... Bien entendu, oui. Oui, c'est juste, je ne comprenais pas très bien la différence, là, la consultation d'un autre médecin et ensuite un deuxième médecin. Oui. La consultation est différente. La consultation d'un autre médecin, ça, c'est déjà un deuxième médecin. Oui. Donc il y a le médecin qui officie. Oui. Dans tous les cas d'euthanasie, il doit demander un avis d'un deuxième médecin. Et lorsque le décès n'est pas prévu à brève échéance, on met une garantie supplémentaire, il faut en consulter un second. Troisième, pourquoi c'est un second comme ça? C'est un second qui donne son avis. Vous voyez, il y a celui qui officie, et puis il demande un premier avis, et puis un deuxième avis complémentaire, mais ça fait 3 au total, on est bien d'accord. C'est un second externe, c'est ça? Oui, oui. Oui. Un troisième médecin. Ils sont tous éloignés du patient. Non, il y a son médecin traitant. C'est ça. Son médecin traitant. Le premier médecin doit être aussi éloigné. Oui, et le troisième. OK. Le médecin dont on parle dans la loi, c'est le médecin traitant, c'est celui qui réalise l'euthanasie. Il doit, dans tous les cas, demander un premier avis. Et si le décès n'est pas supposé intervenir bientôt, il doit en demander un deuxième. J'en viens à ce qui se passe après l'euthanasie. Le médecin traitant, celui qui a réalisé l'euthanasie, doit remplir une déclaration. C'est ceci que vous pouvez télécharger si c'est un document qui vous intéresse. C'est un document qui explique tout le protocole médical qui a conduit à l'euthanasie. C'est un document qui est a priori anonyme, avec un volet
comment dirais-je, fermé, dans lequel on peut trouver l'identité du médecin et du patient, parce que la commission fédérale à qui ce document est adressé examine d'abord les dossiers sans avoir d'informations sur qui a été euthanasié et qui a procédé à l'euthanasie. Si la description du protocole médical suscite un doute dans la commission sur le respect de la loi, on ouvre le volet et le cas échéant, on contacte les médecins pour qu'ils donnent des informations supplémentaires, on les met un peu à la question. Dans le dernier rapport de la commission, on voit que c'est 30% des cas où on ouvre le volet pour demander des infos complémentaires. Donc, malgré tout, il y a pas mal de médecins qui sont invités à s'expliquer un peu davantage. Voilà, je crois que vous avez les conditions de fond et le déroulement de la procédure. J'en viens aux cas particuliers qui sont ceux qui vont poser des difficultés. Le premier cas, c'est celui des personnes qui sont en souffrance psychique, c'est-à-dire le droit belge réclame que la personne soit dans des souffrances insupportables et inapaisables, mais il n'exige pas que ces souffrances soient physiques. Et donc, une personne je dirais parfaitement en forme du point de vue strictement physique, eh bien, peut demander l'euthanasie si ses souffrances psychiques lui paraissent absolument insurmontables et sans espoir d'y apporter un remède. C'est une possibilité qui est prévue depuis 2002 et il y a des garantie additionnelle en ce cas, elle découle de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire puisque dans le cas d'une personne qui souffre de souffrance exclusivement psychique, le décès n'est pas prévu à brève échéance et donc il y aura la consultation d'un second médecin qui est en fait le troisième à intervenir au total dans le processus d'euthanasie et dans ce cas-là, le médecin c'est un psychiatre, d'accord? Donc très classiquement, on va avoir pour ce type de personne un psychiatre formé spécialement à la fin de vie qui va être contacté par la personne en souffrance psychique. Ce psychiatre va peut-être demander l'avis du médecin traitant, de famille de la personne, et puis en termes de deuxième avis, s'adresser à un psychiatre qui va se faire sa propre idée, faire un rapport, et si les trois médecins considèrent que oui, c'est une personne qui paraît en bonne santé, mais qui est dans des abîmes de souffrance psychique tels que la vie n'est plus supportable, eh bien, l'euthanasie pourra avoir lieu. J'insiste beaucoup quand je donne cours, et je tiens à le faire ici aussi, sur le fait que c'est moins d'1% des cas d'euthanasie, d'après les statistiques, mais que c'est ces euthanasies-là qui concentrent toute l'attention. Et on a eu ces dernières années beaucoup de cas médiatiques. Ça me paraît intéressant d'en dire un petit mot. La personne que vous voyez ici s'appelle Shanti de Korte, et on a beaucoup parlé d'elle dans la presse belge parce que c'est une survivante des attentats de Bruxelles de mars 2016. Donc, elle était dans la rame de métro ou dans la station de métro quand ça a explosé et elle a été traumatisée. Elle avait un passé de souffrance psychiatrique antérieure, mais elle ne s'est jamais remise du traumatisme supplémentaire des attentats. Et donc, elle a été finalement euthanasiée il y a quelques mois ou un an. Et ça, voilà, ça repose chaque fois la question. Quand on a une jeune femme qui pourrait physiquement vivre encore 70 ans et qu'on parvient à la conclusion que ces souffrances psychiques sont, disons, irrécupérables et qu'il n'y a pas moyen de revenir en arrière, ça crée comme ça un doute fondamental. Est-ce qu'on ne perd pas une chance qu'elle aille mieux un jour? Et la question est effectivement ouverte. Deux autres cas qui ont défrayé la chronique. Le premier, c'est celui de Nathan Verhelst, qui a donné lieu, les deux cas que je vais évoquer maintenant ont donné lieu à des reportages que vous pouvez consulter en ligne. Celui-ci est disponible entièrement gratuitement sur YouTube. Celui-là, je pense qu'il faut l'acquérir. Mais bref, Nathan Verhelst, c'est une personne trans, née fille et qui a fait une transition vers le sexe masculin. Et au fond, il s'est prêté à une opération de réassignation qu'il a estimée ratée. Il s'en est trouvé psychiquement totalement détruit, dans un contexte familial proprement épouvantable que la presse belge a beaucoup relayé. C'est-à-dire que sa mère, par exemple, l'a toujours traité, y compris quand l'affaire est devenue médiatique, comme un monstre. Et sa mère, dans la presse belge, a fait état de ce qu'elle n'avait pas la moindre compassion pour sa fille, y compris après son décès. Donc c'est un complexe assez compliqué. Bref, Nathan Verhelst, à la suite de cette opération qu'il estimait ratée, a recouru à l'euthanasie. Et puis ici, Émilie, c'est une jeune Flamande qui, elle, comment dirais-je, avait des souffrances psychiques importantes, des symptômes dépressifs. Elle avait fait de multiples tentatives de suicide. Elle se mutilait, elle s'automutilait.
et c'est aussi une personne qu'on a pu suivre. Donc, il y a un documentaire qui la suit au mois le mois, entre les premières consultations en vue de l'euthanasie jusqu'au moment a priori de l'euthanasie. Alors, il y a une spécificité avec l'affaire d'Émilie, qui est un nom d'emprunt, c'est que si vous voulez, le reportage dans sa première version s'arrête le jour prévu pour l'euthanasie parce qu'elle y renonce. Elle renonce à l'euthanasie alors qu'elle attend dans son appartement le médecin qui doit l'euthanasier. Et elle explique dans la séquence suivante, que le fait de savoir que si la souffrance devenait insupportable, elle pouvait s'en aller simplement par le biais de l'euthanasie, était précisément ce qui lui permettait d'envisager de continuer la vie. Donc c'est vraiment que ça rend, je pense, compte de la complexité de la question. Et alors, quand j'ai remontré le documentaire à mes étudiants, une partie 2 années plus tard, il y avait un petit addendum, un encadré noir indiquant que 2 ans après, elle avait quand même finalement recouru à l'euthanasie. Donc, il y a des choses, voilà, il y a de la place pour la nuance et la complexité dans tout ça. Et puis, je vous parlerai aussi de 2 autres cas de souffrance psychique qui sont les cas de Tom Mortier et Tinonis. Ça, ce sont les affaires dont je vais parler. Alors, une autre catégorie particulière qui est comme les personnes souffrant psychiquement déjà visées par la loi de 2002, eh bien, ce sont les personnes inconscientes. C'est-à-dire les personnes inconscientes sont les seules personnes qu'on peut euthanasier sur base d'une déclaration antérieure. Donc, en Belgique, on a la possibilité de faire une déclaration anticipée à l'administration communale et c'est enregistré dans une banque de données du ministère de la Santé que les médecins doivent consulter s'ils sont dans le cas avec un patient inconscient. Et donc, si on est inconscient et que selon l'état actuel de la science, il n'y a aucune possibilité ou pratiquement aucune possibilité que l'on puisse récupérer, eh bien, on peut nous euthanasier sur base d'une déclaration anticipée qu'on aura faite. Mais ça, c'est alors un nombre d'euthanasies encore inférieur aux personnes en souffrance psychique parce qu'il faut quand même un concours de circonstances. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se retrouvent, disons, après un AVC ou après un accident dans un coma irréversible et il faut encore qu'elles fassent partie des personnes qui aient pris la peine d'enregistrer une déclaration. Donc, c'est 0,5% des euthanasies. Alors, une autre catégorie particulière, c'est les personnes mineures. Ça, ce n'était pas prévu en 2002. Ça a été une extension en 2014. Ça a donné lieu à un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Donc, des associations de défense du droit à la vie ont attaqué la loi devant nos juges des droits fondamentaux, pour le dire simplement, en disant que le droit à la vie de l'enfant n'était pas respecté. La Cour constitutionnelle a considéré que, précisément, puisque, et ça c'est vraiment aussi important de le souligner, un enfant ne peut être euthanasié que pour des souffrances psychiques et uniquement si le décès est prévu à brève échéance. C'est-à-dire, c'est un régime beaucoup plus resserré que le régime des majeurs. Donc, il n'y a pas d'euthanasie d'enfants pour des souffrances psychiques et il n'y a pas d'euthanasie d'enfants qui ont encore 3 ans d'espérance de vie. Il s'agit d'enfants qui souffrent physiquement terriblement et qui sont condamnés à mourir dans les semaines ou les mois qui viennent. Moyennant quoi, la Cour constitutionnelle a décidé que, au fond, en termes de droits fondamentaux, ce serait discriminer les personnes mineures, de ne pas leur permettre d'accéder à cette forme effectivement radicale, mais d'apaisement de la souffrance. Il y a eu 4 cas depuis 2014, 4 cas depuis 10 ans. La commission rapporte ces cas et vous avez les pathologies en cause, la maladie de Duchenne, une tumeur maligne de l'œil et de l'encéphale, ou bien la mucoviscidose, je pense auprès d'un adolescent de 17 ans qui a alors posé ce choix. Alors, en termes de garantie supplémentaire, il y a aussi que ce n'est pas seulement l'enfant qui doit consentir à l'euthanasie, il faut que ses parents consentent également, et au demeurant, il faut que l'enfant voit un psychiatre, un pédopsychiatre qui atteste de ce qu'il se rend compte des enjeux et qu'il est en mesure de prendre la décision. C'est une problématique vraiment très douloureuse. Mon appréciation, c'est que le nombre de cas depuis 10 ans témoigne quand même de ce que ce n'est pas la porte ouverte à l'euthanasie massive d'enfants. On est dans des cas avec des enfants dont chaque jour à vivre est une accumulation de souffrances et c'est plutôt, je pense, un geste bienveillant à leur endroit, mais je sais à quel point la question a pu donner lieu à des débats. J'en viens à un dernier cas particulier avant d'évoquer les 2 affaires.
c'est les patients non résidents, hein. Et ça, il y a vraiment le fantasme que la Belgique, la Suisse seraient des destinations de tourisme de la mort. Et évidemment, la presse est friande, hein, des titres accrocheurs autour de ça. Il faut savoir, par exemple, que, enfin, je vous ai dit, hein, c'est à peu près 60 l'année passée. La plupart viennent de France, qui est en réflexion pour le moment autour de la fin de vie également. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'obstacles formels, mais que par contre, il y a des obstacles concrets qui vont être difficiles à dépasser, puisqu'il faut une relation de soins suivie, il faut que le médecin puisse prendre, comment dirais-je, être convaincu de la persistance des souffrances, du caractère irrémédiable. Il faut installer une relation thérapeutique et c'est difficile à faire si on a quelqu'un qui habite dans le sud de la France et qui doit se déplacer à... Donc, ce n'est pas du tout évident. Et concrètement, les docteurs belges refusent d'euthanasier des Français pour des raisons psychiques, précisément parce que c'est pas possible d'établir, si vous voulez, les médecins qui vont euthanasier une personne pour ces souffrances-là vont prendre 3 fois plus de temps, beaucoup plus de précautions encore avant d'envisager cela. Et ça, décidément, ce n'est pas possible à distance. Donc, les personnes françaises euthanasiées en Belgique, ça va être des gens qui ont des terribles souffrances psychiques en fin de vie et qui vont chercher en Belgique un apaisement qui est refusé en France. Il y a un témoignage intéressant qui est celui du docteur Yves Delocte, qui est un médecin bruxellois, dont l'adresse circule en France parce qu'il accepte d'accompagner certains patients. Et il explique dans son livre qu'il reçoit un coup de fil par jour, hein, de Français qui veulent... mais par contre, il y a un moment où, comment dirais-je, les médecins belges disent aussi on veut pas être le mouroir de la France. Il l'a répété lui-même, hein, le docteur Delocte, dans une polémique toute récente, parce qu'en France, il y a une youtubeuse très connue, hein, qui faisait un compte YouTube sur son trouble dissociatif de l'identité, dont elle a des personnalités multiples, elle a des dizaines de milliers de followers, et elle parle de ça. Et puis tout d'un coup, elle a publié sur son site qu'elle voulait mettre fin à ses jours par euthanasie en Belgique. Et elle s'est adressée au docteur Delocte, qui a refusé, précisément parce qu'il lui paraissait que ce n'était pas possible de faire ce chemin thérapeutique-là à distance. Et maintenant, elle communique sur le refus qui lui a été fait, etc. Donc, et dans une interview en France, au Parisien, le docteur Delocte a dit on ne veut pas devenir le mouroir des Français. Donc ça me paraît important à rappeler comme belge. J'en viens à nos affaires. Je pense qu'en 10 minutes, je peux boucler, Michel. Tu sais comment ça va. Mais je tiens encore le bon bout pour le moment. Parce que vous avez, je pense, tous les éléments maintenant techniques qui permettent de comprendre facilement les affaires. Donc, c'est vrai qu'on a été comme ça très attentif quand on s'est rendu compte, tiens, une affaire belge d'euthanasie vient devant la CEDH. Elle ne s'était jamais prononcée sur le principe même de l'euthanasie, même à l'égard de la Suisse ou d'un autre pays. Donc, tout le monde a regardé ça avec attention. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de cette dame, Godelieve de Troyer. Elle a une 60aine d'années, elle souffre de dépression depuis son adolescence. Donc, c'est une dame qui est en fait dépressive, profonde depuis 40 ans. On est dans une situation familiale extraordinairement dégradée. Elle a une fille et un grand-fils avec qui elle n'a plus de contact du tout, hein, depuis des années. Et son grand-fils, c'est Tom Mortier. C'est celui qui va donner son nom à l'affaire. Le monsieur à côté, c'est le médecin qui va procéder à son euthanasie. Il s'appelle Wim Distelmans. Il se trouve qu'il est aussi directeur de l'association flamande pour le droit à mourir dans la dignité, LEIF. Ça s'appelle Levenseindinformatie Forum. C'est une association qui accompagne les personnes avec un carnet d'adresses de médecins, etc. Il est aussi coprésident de la Commission fédérale de contrôle dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc, vous voyez peut-être déjà les ferments de ce qui va poser problème à Strasbourg. Donc voilà la patiente, voilà le docteur. Et ce qui se passe, c'est que elle va demander l'euthanasie, il va mettre en œuvre le dispositif pour les patients souffrant psychiquement, c'est-à-dire consulter 2 autres médecins, procéder à l'euthanasie. Le processus se déroule entre septembre 2011 et avril 2012, d'accord? Donc, une année académique ou judiciaire pour nous, et elle est euthanasiée. Mais son fils, Tom Mortier, n'est pas mis au courant. Il l'apprend le lendemain de l'euthanasie parce que l'hôpital l'appelle pour lui demander de prendre les dispositions. Et c'est après cela qu'il va porter l'affaire à Strasbourg. Il va porter plainte au pénal en Belgique, il va faire une plainte déontologique à l'ordre des médecins, et puis comme il n'a pas beaucoup de succès, il se tourne vers la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, et j'en viens à ce que la Cour a décidé.
Il s'est plaint de deux choses, en fait, Tom Mortier. Il a dit, d'une part, violation du droit à la vie parce que l'euthanasie n'a pas été entourée de garanties suffisantes, parce qu'il y avait encore moyen, en réalité, de guérir ma mère de sa dépression profonde. Et puis, il alléguait séparément une violation de l'article 8, respect de la vie privée et familiale, parce qu'on avait euthanasié sa mère sans lui demander son avis, et la Cour a envisagé séparément les deux choses. La première chose, est-ce que l'euthanasie de Madame de Troyer viole le droit à la vie protégé par la Convention? La Cour s'est basée, je ne peux pas vous faire un relevé de jurisprudence strasbourgeois ici, mais elle avait dans différentes affaires tournant autour de la question posé certains jalons. Elle rappelle que la CEDH ne garantit pas le droit à mourir. Mais elle affirme, et ça c'est nouveau, que l'article 2 qui protège le droit à la vie n'empêche pas les États de prévoir un régime permettant l'euthanasie, à condition, et ça vient juste après, que cette autorisation de l'euthanasie soit entourée de garanties significatives. Et la Cour conclut son exposé des principes en disant: pour savoir si le droit à la vie a été respecté, il faut faire un examen in concreto du cas particulier, ce qu'elle fait ensuite en 4 points que je reprends ici. Premièrement, est-ce que le cadre légal belge, celui que je vous ai expliqué il y a un instant, garantit suffisamment, prévoit des garde-fous suffisants pour manifester le respect du droit à la vie? Et ça, c'est très important. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que oui. Pourtant, mon enfant à moi n'est pas ici. No. Oui, bah, je vais. Alors, continue. Stop sharing. Ah oui. Assurez-vous à distance que votre micro est fermé, s'il vous plaît. Mute. Merci. Oh, yes. See who it is. C'est Madame Stéphanie Gozlan qui a son micro ouvert. Voilà, j'essaie de reprendre. Donc, c'est quand même, ça c'est le premier point, il est fondamental. La Cour dit les garanties prévues par le droit belge sont suffisantes et elle souligne en particulier cette histoire de troisième médecin. C'est-à-dire que quand une personne va être euthanasiée et qu'elle n'est pas censée décéder bientôt en raison d'une pathologie, alors on a une personne supplémentaire dans le processus. La Cour attache beaucoup d'importance à ça et elle dit le cadre belge convient. Deuxième question importante, est-ce que monsieur Distelmans, le docteur qui a procédé, a respecté la loi dans ce cas précis? Le cadre légal convient, mais est-ce qu'il l'a appliqué correctement? La CEDH dit oui aussi. C'est-à-dire que Wim Distelmans a consulté 2 autres médecins, 2 autres psychiatres qui ont vu la patiente, qui ont fait un rapport, et ces rapports allaient dans le même sens et amenaient à considérer que l'euthanasie était la bonne solution pour cette personne. Donc, le cadre légal convient, il a été bien appliqué en l'espèce, et puis patatras, la Belgique est malgré tout condamnée sur 2 points, mais j'y insiste, je me fais un peu le défenseur de mon pays ici, mais la Cour a considéré en fait que le contrôle ex post, a posteriori, avait été profondément défaillant. Et ça, il faut pouvoir aussi l'assumer. Je vous l'ai dit, Tom Mortier, ce qu'il a entamé en premier lieu, c'est des démarches internes. Il a porté plainte à la police et en fait, il n'y a eu aucun devoir d'enquête. Et alors, ce qui est un peu honteux de la part des autorités belges, c'est que par contre, quand il a saisi la CEDH, pouf, on a relancé l'enquête et puis là, il y a eu un expert désigné et puis il y a eu finalement un non-lieu dans les formes, mais bon, c'était un peu trop tard, évidemment. Donc la Cour dit la procédure pénale défaillante, violation de la Convention à cet égard-là. Et le deuxième élément, c'est que le contrôle de la Commission fédérale, celle qui reçoit la fameuse déclaration, était aussi défaillant. Et je vous l'ai expliqué, Monsieur Distelmans, c'est lui qui a fait l'euthanasie, mais il est aussi coprésident de la Commission. Or, l'examen, dans un premier temps, est anonyme. Et pendant cette phase-là, si vous voulez, la pratique, le gouvernement belge a expliqué, la pratique, c'est que le médecin qui, sur base de déclarations anonymes, reconnaît la sienne, il se tait, il ne prend pas part au débat. Mais ce n'est pas formalisé. Ce n'est que si il y a des suspicions et qu'on ouvre le volet
montrant l'identité du médecin, qu'un médecin qui apparaîtrait sur le papier doit alors se déporter. Et là, évidemment, et je vois vos mines contrariées, la Cour européenne a dit c'est pas satisfaisant du tout. On ne peut pas, comment dirais-je, accepter que co-préside la réunion de validation d'une euthanasie celui-là même qui a procédé. Donc, ça c'est une violation patente du droit à la vie. Donc, c'est assez humiliant, hein. La Belgique est bien condamnée pour violation de l'article 2, violation du droit à la vie, mais, et il faut y insister, ce sont des violations ex post d'ordre procédural, hein, et si on veut voir la bouteille à moitié pleine, on peut dire le régime dans son équilibre et son économie est validé. Et dans le cas de cette personne-ci, l'euthanasie a respecté les conditions de fond de la loi. Par contre, tout le dispositif de contrôle a posteriori doit être sérieusement remanié. Donc ça c'est la suite, hein. Donc la presse qui a dit voilà, la Cour européenne en flamand critique la commission euthanasie, et la photo de monsieur Distelmans là qui a été vraiment et à juste titre au cœur de la tourmente. Et puis si vous voulez le surlendemain de l'arrêt, les membres de la commission euthanasie ont dit écoutez, nous on est 100% d'accord pour supprimer le système de l'anonymat. Il est prévu par la loi, on l'applique parce qu'il est dans le texte, on ne peut pas faire autrement, mais on invite le législateur à changer le système le plus vite possible, et il y a déjà une proposition de loi déposée en ce sens. D'accord ? Donc il y a aussi un côté amende honorable du côté de la commission. Je voulais encore vous signaler que cette juge espagnole, réputée pour ses prises de position conservatrices sur tout un tas d'autres dossiers, notamment liés aux droits des personnes homosexuelles, hein, elle a voté contre le droit au partenariat enregistré qui a été consacré dans un arrêt contre la Russie l'année passée. Elle a considéré que le cadre légal belge violait le droit à la vie et que la CEDH n'est pas compatible avec l'euthanasie en général. Le deuxième aspect, le droit à la vie familiale de M. Mortier, parce qu'on a euthanasié sa maman sans qu'il le sache. C'est clair que c'est assez bouleversant à entendre, hein. On se met évidemment en empathie et à la place de cette personne. La Cour a dit, sur le plan des principes, il y a effectivement un droit d'accompagner son proche dans les derniers moments de sa vie, ça fait partie du droit à la vie privée. La mère du requérant a aussi le droit à ce qu'on respecte sa volonté à elle, et en l'occurrence, elle ne voulait pas informer ses enfants, on le comprend tout de suite, et donc la Cour dit il faut mettre les deux en balance. Alors, le contexte familial était vraiment épouvantable. Dans l'arrêt de la CEDH, en fait, on lit que sur la suggestion des 3 médecins, elle a écrit un message à ses 2 enfants, un mail. Sa fille a répondu qu'elle respecterait sa décision, et Tom Mortier, son fils, n'a jamais répondu du tout. Et alors après ça, parce que c'était tôt dans le processus, hein, c'était dans la première partie de l'année, quand les choses se sont précisées, les médecins ont en fait appliqué les règles déontologiques. Il y a des règles de l'ordre des médecins à ce sujet qui disent il faut suggérer des rencontres, il faut suggérer un dialogue familial, il faut essayer de créer ces conditions-là, mais la limite, c'est que si la personne ne veut pas, on ne peut pas aller contre sa volonté et on ne peut pas informer ou communiquer avec la famille sans son accord. Eh ben, la CEDH a dit ici, les médecins rapportent la preuve de ce qu'ils ont suggéré ces contacts. On a dit est-ce que vous ne téléphoneriez pas, etc. Et elle a juste pas voulu, pas pu. Et la Cour dit on ne peut pas reprocher. Voilà, ce serait un problème s'il n'y avait pas ces incitations et ces suggestions. Mais puisqu'elles ont eu lieu et que c'est avéré dans le dossier, on ne peut pas dire que les médecins ont mal agi en respectant, parce que c'est aussi une question non seulement de vie privée de la personne, mais aussi de confiance dans le corps médical, pouvoir dire je suis dans une relation thérapeutique et ça reste moi qui suis à la manœuvre. Ce monsieur, le juge chypriote Sergides, a considéré qu'il y avait par contre une violation. Alors, un point en passant, et je ne peux pas l'ouvrir, pour moi c'est une véritable boîte de Pandore, mais j'en ai parlé avec Michel, dans tous les dossiers bioéthiques maintenant en Europe et en Belgique, on voit apparaître derrière de grandes associations conservatrices chrétiennes. C'était le cas quand on a parlé d'avortement la semaine passée avec le CLJ. Ici, on voit derrière l'affaire Mortier la patte de l'Alliance Defending Freedom, puisque M. Mortier n'a pas eu un avocat belge, mais il avait un avocat autrichien, basé à Vienne, qui fait partie de l'Alliance Defending Freedom, qui est un grand groupe juridique d'inspiration chrétienne qui fait du lobbying très efficace dans plein de contextes judiciaires et réglementaires. Notamment, Alliance Defending Freedom est en partie derrière l'affaire Masterpiece Cake Shop du pâtissier américain qui ne voulait pas faire un gâteau de mariage gay.
derrière l'affaire Dobbs et également derrière l'affaire Mortier. Donc, il y a une sorte d'internationale conservatrice très puissante et très active. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire des reproches à ce sujet? Une internationale conservatrice en tant que telle, pourquoi pas? Ce qui est un peu embêtant, c'est que ce sont des associations qui ne se disent pas, se présentent pas nécessairement pour ce qu'elles sont. Alliance Defending Freedom, ça ne donne pas la pleine mesure de ce qu'est l'association. Donc, il y aurait lieu de discuter. Mike Johnson, hein, le nouveau speaker de la Chambre aux États-Unis, a travaillé très longtemps pour l'Alliance Defending Freedom et vous avez entendu tout le brouhaha autour de sa nomination. Donc voilà, ça c'est une chose que je voudrais dire, c'est pas un simple cas individuel, c'est un cas qui est aussi un peu orchestré par des intérêts supplémentaires. Michel, je prends 5 minutes. Tu as encore 10 minutes. J'ai encore 10 minutes. Certainement Voilà. 5. Certainement 5, mais là je suis en train de terminer. J'ai l'affaire belge à voir, mais elle n'est pas d'une complexité infinie. Donc peut-être de l'affaire européenne, retenons quoi? Que le cadre législatif belge est globalement validé, mais qu'il y a vraiment un travail considérable à faire sur le processus de contrôle ex post. Et on va voir peut-être ce que peut ajouter l'affaire belge. Ici, on a affaire à une jeune femme, 38 ans, Tine Nys, en le prononçant à la flamande. Tine Nys a 38 ans, elle souffre du symptôme d'Asperger et elle a été euthanasiée en 2010. Ces deux sœurs qu'on voit sur la photo en sont très contrariées. Elles connaissent évidemment la situation de souffrance psychique de leur sœur, mais sont contre son projet d'euthanasie. Et donc, après l'euthanasie, elles vont porter plainte contre les 3 médecins qui ont procédé. On les voit ici avec leurs avocats devant la cour d'assises. Elles vont se plaindre au fond de différentes choses. Mauvaise appréciation par les médecins du caractère incurable de la maladie et de la souffrance psychique de leur sœur. Mauvaise connaissance de la loi par les médecins qui ont été impliqués, questionnement à propos de leur indépendance par rapport au premier médecin et par rapport à la patiente elle-même. Et aussi, il aurait rendu, le médecin qui a pratiqué, monsieur Vanov, il aurait rendu la déclaration rendant compte de l'euthanasie tardivement. Et donc, leur plainte, là, donne lieu à des suites. Ce n'est pas comme dans l'affaire Mortier, hein, le parquet s'empare de la chose, ça passe dans les juridictions d'instruction, et voilà que le dossier est renvoyé à la cour d'assises et qu'ils sont poursuivis, les 3 médecins, pour meurtre par empoisonnement et complicité pour 2 médecins supplémentaires, le 2e et le 3e médecin. Je ne vais pas faire du suspense, ils ont tous les 3 été acquittés, mais les circonstances de l'acquittement vont poser gravement question. J'en ai parlé avec Michel et j'ai cru important de vous mettre sous les yeux les motivations très sommaires de l'acquittement. Hein, le premier médecin, c'est celui qui a fait l'euthanasie. La Cour conclut qu'il existe un doute raisonnable sur le fait qu'il n'aurait pas respecté les conditions de la loi. Et il n'y a pas plus. Hein, je vous ai mis ici l'intégralité de la motivation de l'acquittement du médecin qui a exécuter l'euthanasie. Donc ça va être un gros problème après, j'y reviens dans un instant. Le 2e médecin, celui qui a donné le premier avis, c'est le médecin traitant de la jeune femme. Et on se rend compte, hein, on voit ici la teneur entière de l'avis qu'il a donné, ce sont les 4 lignes là, où il dit je soutiens la décision de ma patiente, etc. Et en fait, ce que la cour d'assises constate, c'est que il ne se rendait pas compte de la portée du document qu'il faisait. Il n'avait pas conscience que la lettre qu'il écrivait à son confrère était un acte formel dans une procédure d'euthanasie, et il voulait encore une fois parler à sa patiente pour la convaincre de ne pas pratiquer l'euthanasie. Et là, évidemment, ça pose aussi question, effectivement, mais le fait d'être quand même assez incompétent, hein, et que ça apparaisse dans des circonstances pareilles, n'a pas permis, la cour d'assises a considéré que ça n'en faisait pas un meurtrier, ça en faisait probablement, mais il est acquitté. Et puis la 3e, une psychiatre qui donne le 2e avis, elle bénéficie d'une motivation plus favorable, je dirais, puisqu'on dit elle ne peut se voir reprocher aucune faute ou aucun acte erroné, donc elle est davantage blanchie, d'accord. Je vois encore vos mines un peu chiffonnées, à juste titre.
Donc la cour d'assises, acquittant les 3 médecins, considère qu'elle ne peut pas non plus statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par les 3 personnes. Et les sœurs font un recours en cassation. Elles font un recours en cassation, mais pas le parquet. Ça veut dire que sur le plan pénal, l'affaire est clôturée. Le parquet ne fait pas appel, ne demande pas la cassation. C'est juste sur les intérêts civils, les parties civiles vont à la cour de cassation. La cour de cassation, et elles le font juste pour le premier médecin. Et on comprend que pour elles, le cœur de cible, c'est le médecin qui a fait l'euthanasie. Donc, juste les intérêts civils, juste le premier médecin, juste ce monsieur. Et elles disent, écoutez, comment voulez-vous qu'on accepte une décision à propos de l'euthanasie de notre sœur aussi sommairement motivé, hein, il y a un doute raisonnable, on ne sait pas ce qui nourrit le doute, on ne sait même pas exactement les reproches qui ont été pris en compte, mais sur lesquels on a eu un doute. Bref, la Cour de cassation dit ça ne permet pas ni aux victimes ni au public en général de comprendre pourquoi on acquitte cette personne. C'est donc cassé. Donc, la Cour d'assises ne pouvait pas renoncer à statuer sur les intérêts civils. Donc, je désigne un tribunal correctionnel pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par les frères et sœurs. Le tribunal correctionnel se retrouve dans une position embarrassante. Pénalement, l'affaire est terminée, mais il faut statuer au civil en se demandant si la faute pénale existait malgré tout. Et le juge de Termonde, c'est une commune flamande, se dit j'ai besoin d'informations supplémentaires, j'ai besoin qu'une question préliminaire soit réglée. C'est la question de savoir si c'est vraiment raisonnable de poursuivre des médecins qui ont fait une euthanasie exactement comme si c'était des empoisonneurs de sang-froid qui ont tué une personne sans aucun motif bienveillant. Et on pose la question alors à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle se retrouve avec 2 questions. La première, c'est est-ce que on peut envisager de traiter de la même façon et de poursuivre pour meurtre par empoisonnement un médecin qui n'aurait pas respecté une condition fondamentale de l'euthanasie, le caractère incurable, la persistance de la volonté, et un médecin qui aurait méconnu une exigence formelle, par exemple le fait de remplir la déclaration dans le délai de 4 jours qui suit l'euthanasie. Puisque, à défaut de règles pénales spécifiques, c'est le meurtre, et ça s'applique indifféremment a priori que dès que vous manquez une condition, que ça soit une condition fondamentale de fond ou un détail de forme, je rends ma déclaration postérieure à l'euthanasie avec 1 jour ou 12 heures de retard. Et la Cour constitutionnelle dit ben non, on le sent bien. Un médecin qui, comment dirais-je, néglige une condition fondamentale, c'est-à-dire pratique une euthanasie alors que manifestement il était possible thérapeutiquement de faire quelque chose, c'est grave. Un médecin qui, après l'euthanasie, qui respecte parfaitement les conditions de fond, est négligent et rate son délai pour introduire, c'est pas très bien, mais c'est beaucoup moins grave. Et donc la Cour constitutionnelle dit c'est une différence de traitement anticonstitutionnelle à corriger. Et donc, elle décide que, puisqu'elle a atteint cette conclusion, elle ne doit pas se prononcer sur l'autre question qui était la question fondamentale. Est-ce que c'est normal de les traiter de toute façon comme des meurtriers? La Cour dit, de toute façon, le cadre pénal ne convient pas. Et pour traiter différemment ceux qui négligent une condition de forme et ceux qui négligent une condition de fond, il faut de toute façon faire des règles spécifiques. Donc, la Cour constitutionnelle a dit ceci. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, ça, quand même. Donc, la Cour constitutionnelle ayant répondu, ça revient à Termonde pour l'épilogue de l'affaire. Eh bien, l'épilogue de l'affaire, c'est compte tenu aussi de cette indication de la Cour constitutionnelle qui dit il faut arrêter avec le fait de poursuivre pour meurtre des médecins qui ont probablement essayé généralement de bien faire et de faire leur métier conformément à leur conscience, mais ont été négligents. C'est un problème peut-être grave, mais ça n'a rien à voir avec être un empoisonneur. Donc, ça, c'est l'issue. Et compte tenu de ça, ce monsieur, finalement, au civil comme au pénal, a été blanchi et tout le monde est donc acquitté. Mais au passage, on a pris évidemment la mesure de gros problèmes. Et c'est l'issue de l'affaire, la décision finale du juge de Termonde, c'était la semaine passée. On était déjà à Ottawa quand le résultat est arrivé. Ça va peut-être ça, on peut garder pour les questions. Peut-être ça, on peut garder pour les questions si ça vous intéresse. On a
un questionnement pour le moment. Ça n'est pas permis par le droit belge, mais il y a la question d'étendre aux personnes démentes par le biais d'une extension de la déclaration anticipée aux personnes démentes. Et ça fait suite à l'euthanasie très médiatique en Belgique en 2008 d'un grand écrivain belge, peut-être le plus grand qu'on ait eu, Hugo Claus, un écrivain flamand dont le livre le plus connu est Le chagrin des Belges. Donc lui, en fait, a demandé l'euthanasie au début de son Alzheimer, parce qu'il le craignait d'avancer trop et qu'on lui dise vous n'êtes plus capable. Donc, il a demandé l'euthanasie alors qu'il avait les premiers symptômes mais qu'il était encore capable, en invoquant les souffrances psychiques liées à l'anticipation de sa dégénérescence physique et mentale. Donc, ça a suscité un émoi. Il y a des propositions de loi qui vont en ce sens. On peut en discuter. Mais évidemment, peut-être que et j'arrive à ma conclusion. Ça va encore alors, Michel, hein. Peut-être que compte tenu de ce que je vous ai expliqué avant, le contexte n'est pas extraordinairement favorable à une nouvelle extension maintenant. Il faut probablement consolider notre dispositif tel qu'il est avant d'envisager une extension qui pose des enjeux éthiques. Moi, je suis à titre personnel assez convaincu par notre dispositif belge, la nécessité aussi de le réparer à certains égards, mais sur l'extension aux personnes démentes, là, je suis, moi, en profond questionnement parce que les arguments dans les deux sens sont assez troublants et intéressants, mais c'est vrai que compte tenu de ce que je vous ai dit, le contexte pour cette extension n'est peut-être pas, comment dirais-je, présent maintenant. Cela d'autant plus que nous avons des élections au printemps en Belgique et que donc c'est difficile d'imaginer qu'un gouvernement et un parlement puissent aboutir là-dessus maintenant. Si je fais une grande synthèse en une seconde, oui, le recours à l'euthanasie augmente en Belgique, multiplication par 10, mais le chiffre absolu reste, par rapport aussi à ce que Michel m'a dit du Canada, réduit, si on peut dire, c'est probablement une question de point de vue. Ne pas perdre de vue que la majorité des cas concernent des cancéreux en phase terminale et que c'est à eux principalement que l'euthanasie sert. Accepter toutes les inquiétudes, elles sont inévitables, qui entourent l'euthanasie de patients psychiatriques, et puis tirer les enseignements des deux affaires. Voilà. Dans l'affaire européenne de Tom Mortier, notre régime est globalement acceptable au regard de la Convention européenne. Il faut réformer la commission de contrôle, mais elle est d'accord et une proposition est déjà sur la table à ce sujet. L'affaire Tom Mortier pointait déjà aussi le problème pénal, puisque l'enquête n'avait pas été suffisante. Et quelque part augurait de ce que je vous ai expliqué ensuite à propos de Tinonis. L'affaire belge de la cour d'assises, que retenir? Tous les trois, ils sont finalement acquittés. Ils ont passé 2 ans devant les tribunaux, surtout le médecin qui a pratiqué l'euthanasie. Ils sont acquittés au pénal, aucune faute civile n'est retenue. Par contre, les aspects pénaux doivent être réformés d'urgence. On ne peut pas rester avec ce régime de droit commun pénal de l'empoisonnement. Il faut des dispositions pénales spécifiques et d'après la Cour constitutionnelle, elle devrait distinguer les négligences formelles et évidemment le non-respect des conditions substantielles à l'euthanasie. Et puis évidemment, et ça c'est ce qu'on retient, je pense, de l'arrêt de la Cour d'assises à propos des 3 médecins, il faut mener une réflexion sur les compétences et l'indépendance des médecins. La loi dit qu'ils sont indépendants. Je vous ai dit que le deuxième médecin, c'était le médecin traitant. Est-ce qu'un médecin traitant est indépendant? Mais la commission euthanasie parle de ça. Il considère que oui, on peut le considérer, mais ça se discute quand même. Donc peut-être que compte tenu de l'importance des enjeux, c'est à clarifier. Donc à mon avis, il faudrait réfléchir autour de ça. Et les compétences, là, c'est le deuxième médecin. Je le charge un peu, mais il le mérite. C'est que ne pas se rendre compte qu'on participe à une procédure d'euthanasie, c'est quand même un grave problème. Et donc là, il faut aussi l'adresser. Il se rendait compte de participer à la procédure, il ne se rendait pas compte du stade de la procédure où il était. C'est une différence. Mais donc, il faut absolument adresser cette question. Ça tient probablement à 2 choses. À la fois des précisions dans la loi, mais on sait qu'il faut aussi du droit sur le terrain et former ces personnes et inclure ça dans les programmes des études de médecine, etc., etc. Je voudrais dire pour terminer que l'euthanasie des mineurs, des personnes inconscientes et des étrangers, ça, ce sont des euthanasies qui, au fond, ne suscitent pas de grandes polémiques chez nous, en tout cas. Ce sont des nombres limités et il n'y a pas de litige
que l'on peut décrire à ce sujet-là. L'extension aux personnes démentes, c'est un autre chantier avec, à mon avis, des enjeux éthiques encore plus difficiles dont on peut discuter éventuellement. Mais c'est clair qu'on n'arrivera pas sur ce terrain-là dans cette législature-ci. Voilà, Michel, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Geoffrey. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et ça fait vraiment bien le tour de toute la question, très complet. Merci infiniment. Alors, la période de questions est ouverte. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Alors, si vous en avez en ligne, vous pouvez très bien intervenir en allumant votre micro ou bien en mettant une question dans le chat qui me fera plaisir de lire. Alors, on a Mona Paré et puis Jacques par la suite. Mona? Merci beaucoup, c'était vraiment très, très intéressant. Je me demandais, ce que je lis dans les actualités dans la presse au Canada, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, et puis les comparaisons. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas en Belgique, il n'y a pas des problèmes par rapport à l'offre de services? Ici, c'est beaucoup ça aussi, donc la discussion par rapport ce qu'on devrait défendre là, des personnes qui souffrent au niveau psychique, psychiatrique, avec des manques de services, des listes d'attente, et puis on peut toujours se poser la question à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement, est-ce qu'il n'y aurait pas un service? Donc, ça, c'est pas le genre c'est un questionnement qui a eu lieu, mais c'est pas un problème qui existe véritablement, non? Ça, des personnes on pense qu'il pourrait y avoir d'autres services. Oui. Finalement, les services ne sont pas présents, ne sont pas accessibles, sont pas... Mais ça c'est une vraie question de médecine psychiatrique. Et d'après ce que j'en ai retenu, et je pense notamment à le reportage à propos d'Émilie dont je vous ai parlé. Donc, après le moment où elle avait renoncé à son euthanasie, il y avait une interview de sa psychiatre qui expliquait que, à ses yeux, exactement comme pour un cancer ou une pathologie physique, il y avait la possibilité d'établir un diagnostic suffisamment solide en santé mentale pour dire qu'une personne n'a pas de possibilité de retrouver un mieux-être psychique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que pour un juriste, on a un doute fondamental là-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même que dans 10 ans, ça puisse aller un peu mieux et dans 15 ans beaucoup mieux et qu'elle puisse alors avoir 20 ans de vie, de qualité. Je pense que là-dessus, on doit s'en tenir, aux connaissances médicales et je crois que c'est l'état actuel de la science psychiatrique. Et je dois dire aussi une chose que j'ai dite à Michel quand on parlait de ça. Comment dirais-je, pour les personnes qui sont vraiment au bout, et la jeune personne, Émilie, on le voit bien dans le reportage, c'est-à-dire qu'elle vivait prostrée dans le coin d'une pièce, elle se tailladait les veines, donc parfois, c'est un peu comme pour l'avortement, refuser l'euthanasie, c'est en fait pas empêcher la mort de la personne, mais c'est lui imposer la mort dans des conditions extrêmement dégradantes, de se suicider soi-même, avec un taux d'échec des suicides très élevé. Donc, je veux dire, franchement, votre question m'interpelle et me déstabilise. C'est impossible autrement parce que, je prends le parti, et c'est le parti, c'est pas moi qui le prends, c'est en fait le droit belge, prend le parti de se fier à la médecine psychiatrique qui dit que dans un certain nombre de cas, après avoir essayé différentes choses, après avoir laissé le temps, il y a une accumulation qui permet de considérer que la situation est irréversible. Mais c'est impossible. Oui. Je pense si je peux ajouter aussi, c'est aussi une question d'autonomie du patient.
C'est-à-dire que, tu sais, on peut être d'accord ou non avec la décision d'une personne de mettre fin à ses jours, en autant qu'elle respecte les conditions qui sont prévues par la loi. Finalement, tu sais, on se souviendra, par exemple, de l'affaire Nancy B au Québec, je veux dire, finalement, où une personne est maintenue en vie sur un respirateur artificiel et puis finalement décide en son âme et conscience qu'elle ne veut plus vivre dans ces conditions-là. Alors, à partir du moment où la personne est apte et capable de décider, on a vu dans Van Lanchouk une personne qui a eu un grave accident suite à une chute en parachute. On a eu dans Manoir Pointe-Bleue un patient qui a décidé qu'il cessait de s'alimenter, de se nourrir et puis finalement, ben, on a respecté son autonomie, même si ça peut être, même si le juge dans ces cas-là dit, bon, on continue comme dans l'affaire d'NCP d'espérer contre l'inespérable, on n'a pas à remettre en question la raisonnabilité de la décision du patient. Ouais, mais tu vois, c'est pas tellement ça. Ma question, c'est plutôt une question d'accès aux ressources. Tu vois, est-ce que les services sont accessibles? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est ici, on sait peut-être que ça existe quelque part, mais on nous paye pas ces services-là, on n'a pas cet accès, on n'a pas, donc, Ah oui, oui. c'est pas une question de potentiellement dans 15 ans, on aura ces connaissances. C'est que ça existe, mais on l'offre pas. Tu vois? Les alternatives thérapeutiques à l'euthanasie, et puis ça, je ne pense pas que ce soit un aspect du problème en Belgique. On est un petit pays avec une sécurité sociale solide, et donc les personnes qui veulent bénéficier du meilleur suivi thérapeutique sur le plan psychiatrique y ont accès. Chez nous, il n'y a pas tellement de problèmes de ressources parce que tous les traitements sont très remboursés. La santé est presque gratuite en Belgique. Et par ailleurs, il n'y a pas de barrières géographiques qui peuvent être comparables à celles de très grands territoires comme ici aux États-Unis. Donc ça, je ne pense pas que ce soit franchement une donnée de l'équation. Et pour rebondir sur ce que Michel disait, et l'autonomie, ne perdons pas de vue qu'il y a par exemple des gens, je pense aux témoins de Jéhovah, qui sont dans une situation médicale objective telle que sans transfusion sanguine, ils vont décéder. Avec transfusion sanguine, ils pourraient vivre une vie très heureuse de notre point de vue, mais on respecte, là c'est dans le cas du refus de soins, d'autres choses, mais c'est un acte d'autonomie très radical aussi de dire, alors que du point de vue de celui qui ne comprend pas ça, un simple geste technique permettrait une longue vie, mais on respecte la décision de l'adulte autonome. Mais c'est pour ajouter, mais la question des ressources est une question extrêmement importante, puis en particulier ici au Canada et je dirais au Québec, où depuis la pandémie, on avait déjà des problèmes d'accès à certains services de santé mentale, et puis c'est sûr que c'est un enjeu à considérer. Bon, alors c'est un enjeu à mettre dans la balance, puis je vois qu'il y a une question en ligne, là, je ne t'oublie pas, Marie-Annick. Mais il y a aussi il faut faire attention aussi de ne pas utiliser ces arguments-là aussi pour dire, ben finalement, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accès que la personne décide par défaut d'accéder à cette ressource-là. Tout comme, par exemple, l'accessibilité aux soins palliatifs est fondamentale aux côtés de l'aide médicale à mourir. Et donc, l'aide médicale à mourir ne doit pas être un choix par défaut de ne pas avoir accédé à d'autres soins. L'enjeu est important parce que le défaut de respecter les conditions expose la personne qui le fait à la responsabilité pénale. On ne parle pas d'une responsabilité civile ou administrative ou professionnelle. Oui, mais parce que le patient, il est hors du portrait à ce moment-là, et c'est la personne qui décide est-ce que je devrais dire oui ou non en présence ou absence de service. Je pense que c'est là où le bas blesse, parce que cette personne-là doit décider où est le risque pour moi. Ou encore, dans 15 ans, on sait peut-être qu'il y a une thérapie qui sera développée, mais pour l'instant, on ne l'a pas, cette thérapie-là. Alors, ici et maintenant, qu'est-ce qui fait le patient? Alors, l'important, c'est de vérifier, bien sûr, que les conditions de la loi soient bel et bien respectées, mais je donne maintenant la parole aux gens dans la salle. Oui, c'est vrai. Jacob, non, mais il y a quelqu'un qui est en ligne avant. Donc, Jacob, à vous la parole. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant. Puis pour votre visite, je me demandais d'entrée de jeu, vous avez dit que la commission n'avait jamais
envoyé au parquet un dossier. Puis après ça, quand vous avez parlé de la cause qui a été portée devant la Commission européenne, vous avez dit qu'il y avait un médecin justement qui siégeait sur cette commission-là. Fait que je me pose la question, c'est quoi la composition de la commission? Puis est-ce on pourrait peut-être voir un genre de protection professionnelle qui se voit parfois entre les types de professionnels? Oui, alors il y a en tout cas des médecins qui pratiquent l'euthanasie. Il y a des médecins spécialistes des soins palliatifs. Il y a des juristes de différents horizons. En fait, il faut candidater. Il faut candidater à la commission et c'est le Parlement fédéral qui désigne les membres de la commission. Donc, en toute franchise, ce sont plutôt des gens du secteur et ça fait partie, je pense, du problème. Alors, merci pour votre question parce que je n'ai pas pu le préciser pendant la présentation, mais la Cour européenne s'est penchée sur la composition de la commission et a jugé que ce n'était pas un problème que vérifie le respect des conditions légales des médecins spécialisés qui pratiquent eux-mêmes l'euthanasie, notamment parce que c'est complété par des professeurs d'université et notamment des juristes. Donc cet aspect-là a été jugé OK par la Cour européenne, mais je partage le sentiment que je devine derrière votre question, c'est qu'on pourrait veiller peut-être à élargir sa composition et à la diversifier un peu parce qu'effectivement, il y a aucun dossier qui est transmis. On peut se poser la question, puisque quand des personnes ont porté plainte directement avec constitution partie civile, là, le parquet a, au moins dans un cas, décidé de poursuivre. Donc, je pense que ça fait partie du problème, ce que vous évoquez là. Oui. Bon, merci pour la question. Alors, Marie-Anne Grégoire de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Oui. Bienvenue. Alors, merci beaucoup. Merci. Pardon? Merci d'être là. Ben, merci pour cette très belle conférence. Donc, je connais assez bien quand même le régime d'euthanasie en Belgique. J'ai lu souvent les rapports de la commission. J'ai discuté beaucoup avec des membres aussi de la commission. Je sais toujours qu'il y a une tension entre l'élargissement. Donc, j'avais suivi toute l'affaire en 2014 sur l'élargissement pour les mineurs, tout ça, beaucoup mené par, comme vous l'avez très bien souligné, par des groupes de droite religieuse et tout ça. Et là, j'avoue que cette espèce d'opposition à l'extension aux personnes démentes me surprend un peu, non pas dans le contexte de tension, mais dans le contexte de quand même, depuis toujours, depuis 2002, en fait, vous avez quand même un régime qui permet des directives médicales anticipées en matière d'euthanasie. Donc, je comprends que ce sont pour des personnes inconscientes, mais quand même d'avoir un tiers qui prend à un certain moment donné une décision sur la base de décisions qui ont déjà été formulées alors que la personne était apte. Alors, j'essaie de comprendre d'où vient l'opposition en ce moment à cette extension aux personnes démentes. Ben, merci beaucoup pour votre question. C'est moins une opposition que une mauvaise chronologie, si vous voulez. La proposition, elle date de 2019. C'est-à-dire avant l'issue des affaires Mortier et Tinonis, dont on a quand même beaucoup parlé dans la presse et d'une façon simplificatrice qui n'était pas toujours très gratifiante pour le régime de l'euthanasie. Donc, je ne crois pas que le contexte soit favorable ni au débat, ni à une décision. Donc ça, c'est pourquoi je pense... Donc, moi, je suis en questionnement, mais pas opposé, et je pense que le monde politique et juridique belge n'est pas opposé, mais il y a un momentum qui n'est probablement plus là, surtout compte tenu du fait que la législature s'arrête et qu'on aura en septembre prochain un nouveau Parlement, un nouveau gouvernement, mais la question se reposera après. Sur le plan scientifique, les quelques collègues qui écrivent sur ces questions-là, j'ai retrouvé chez eux des arguments qu'on trouve aux États-Unis sous la plume d'une dame qui s'appelle Rebecca Dresser, c'est-à-dire que, comment dirais-je, elle distingue au fond le patient qui, comme Hugo Claus, parce qu'en Belgique, c'est ça que les gens font. C'est que puisque vous ne pouvez pas être euthanasié quand vous êtes profondément dans Alzheimer parce que vous n'êtes plus capable, vous anticipez, vous dites « je souffre tellement de savoir ce qui m'attend que je veux être euthanasié maintenant et je perds peut-être de belles années de vie avec mes proches ». Et là, certains disent « ce n'est pas une décision informée, ce n'est pas un consentement éclairé parce que
je ne peux pas me projeter dans la situation qui sera la mienne si ma démence s'aggrave. Hein, ça, c'est l'argument, hein, qu'on ne peut pas connaître à l'avance cet état-là et donc se baser sur de prétendues souffrances anticipées. Bon. Et alors, en ce qui concerne l'euthanasie à un stade plus avancé de démence sur base d'une déclaration qu'on aura faite avant, elle dit, et tu m'en as parlé aussi, Michel, que on connaît mal l'état de ces personnes démentes et que certaines manifestent extérieurement une attitude de relatif bien-être, pour le dire comme ça, et qu'on peut alors avoir une sorte de contradiction entre la volonté exprimée avant et ce qui resterait d'autonomie quand on est atteint de démence et qu'on paraît plus réticent ou pas entièrement convaincu. Et donc, il y aurait cette idée que, voilà, imaginons qu'une personne démente ait fait une déclaration auparavant pour être euthanasiée quand elle serait plus loin dans le processus, qu'on puisse établir qu'effectivement elle est très loin dans le processus, mais qu'elle a l'air heureuse, pour le dire simplement. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ça, franchement, ce n'était pas adressé par la proposition belge. Et je pense que c'est le nœud des difficultés. Si j'ai bien compris, et là, je prends des grandes précautions parce que je ne suis pas venu présenter les Pays-Bas et je ne me suis pas plongé à fond là-dedans, mais eux ont eu un grand procès en 2020. La Cour suprême a validé des déclarations anticipées pour l'anticipation de démence. Et si je comprends bien dans le système aux Pays-Bas, on va pouvoir se baser sur la déclaration faite avant, mais en recherchant quand même des signes chez la personne profondément démente de ce qu'elle continue elle maintient en fait sa décision. Et donc, c'est quelque part le consentement quand on était capable, mais qu'on ne connaissait pas encore son futur de dément, et celui d'une personne qui n'est plus capable, mais vit sa situation de dément, viennent un peu se compléter pour autoriser l'acte. Si je comprends bien, voilà. Oui, ma compréhension est la même parce que moi, dans le fond, ce que j'avais compris de la décision des Pays-Bas aussi, c'était que effectivement, il fallait que les critères continuent de souffrance et de tout. Donc, dans la mesure où on avait ça. OK, donc c'est vraiment sur cette base-là qu'il y a des questionnements. Je vous remercie beaucoup. Très éclairant. Merci de ta présence, Marie-Annick. Il y a 2 questions. Le temps est écoulé, mais si vous pouvez faire rapidement, est-ce que vous voulez quand même poser votre question? Je vais lui parler après, ça ne me dérange pas. D'accord. Et en ligne, je vois que Gordon Friesen, si je prononce bien votre nom, vous avez une question? Oui, je voulais demander sur le statut conceptuel de l'euthanasie en Belgique. C'est-à-dire, est-ce que ça serait considéré un soin médical dans le sens de la Constitution de l'Organisation mondiale de santé, qui dit que l'État a une obligation de fournir des soins médicaux. Je veux dire, ça, c'est une distinction. Au Canada, par exemple, c'est très clair. Dans la loi québécoise, l'euthanasie est garantie à toute personne dont l'État le requiert. Autrement dit, l'euthanasie est perçue comme un soin, comme un soin thérapeutique pour la souffrance et elle est garantie par l'État. Je voulais savoir si, dans votre compréhension, la situation en Belgique serait similaire. Écoutez, le statut de la loi sur l'euthanasie, c'est une loi de droit médical. C'est une loi qui décrit donc un soin. Donc de ce point de vue-là, par exemple, ce n'est pas comme l'avortement qui, jusqu'à 2018, était organisé dans le code pénal comme une exception à un crime. Donc ici, comment dirais-je, c'est depuis 2002 une loi séparée qui est une loi ministère de la Santé. Donc ça se présente légistiquement tout à fait comme un soin et c'est aussi remboursé comme un soin. La dernière évolution à cet égard, c'est que le fait pour un médecin de donner son avis pour le deuxième ou le premier ou le deuxième avis requis par la loi, c'est une prestation qu'il peut encoder pour être remboursé, voilà, disons, indemnisé ou rémunéré pour le temps consacré à ça. Donc, c'est disons, inclus dans la nomenclature des actes médicaux financés par l'État. Donc, oui, je ne sais pas vous dire par rapport au statut, parce que là, je suis un peu hors de ma zone de confort, mais
Les indicateurs de droit belge pointent effectivement, c'est un soin de santé à proprement parler, oui. Et si je peux ajouter, dans le contexte québécois que je connais mieux, en fait, le soin d'aide médicale à mourir aux côtés du soin de soins palliatifs ou de sédation palliative continue a été considéré dans un continuum de soins comme un soin de santé. Mais bien sûr, il faut respecter des conditions pour y accéder. En d'autres termes, on n'a pas le droit à l'aide médicale à mourir, mais on a bien le droit de pouvoir demander le soin, mais on ne peut pas l'exiger si il n'y a pas 2 médecins qui ont confirmé qu'on avait effectivement, qu'on entrait effectivement dans les conditions pour l'obtenir. Ouais, dans la loi, c'est très clair. Ça dit que c'est garanti à tout citoyen qui remplit les conditions. Je comprends que c'est une différence subtile, mais dans le contexte belge, je n'ai pas été capable de trouver une déclaration définitive que l'État se porte garant de la provision de ce soin-là. Et au Québec, définitivement, l'État se porte garant. Ce qui est intéressant, moi, ça ne m'avait pas frappé, mais au Québec, bien sûr, on a fait une législation particulière, mais dans le cadre du Canada, suite à l'affaire Carter, comme on le sait, on a eu une intervention qui est dans le code criminel comme tel. Donc, ce n'est pas une législation purement à l'extérieur du code criminel, mais on vient finalement dire que la prohibition absolue de l'aide au suicide n'est pas convenable sur le plan des droits fondamentaux. Et donc, si on respecte les conditions qui sont prévues dans le code criminel, qui sont similaires à celles qui sont prévues en Belgique ou dans la loi québécoise, bon, avec peu de distinction près, à ce moment-là, on n'est pas en train de procéder à un acte criminel. Alors, bien, merci. OK. Non. Ce qui est arrivé au Québec, c'est qu'ils ont pris l'interprétation de le docteur Michel Marchand et ils ont défini l'aide médicale à mourir en soins médicaux garantis par l'État. Le Canada a simplement décriminalisé. Les autres provinces, ils ont accepté l'interprétation québécoise comme un fait accompli, mais personne n'a encore prononcé spécifiquement là-dessus. Puis j'ai cherché comme je peux, et je ne trouve aucun autre exemple dans le monde où, jusqu'à ici, l'État se porte garant du soin. Mais, par contre, les Pays-Bas et la Belgique, ils se rapprochent beaucoup, mais pas tout à fait. En tout cas, c'est une question intéressante. Merci beaucoup. Et puis, on pourra regarder, faire une lecture de nouveau des définitions à l'OMS et puis peut-être poursuivre notre réflexion dans les suites de votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Ou, je peux attendre après la conférence si des autres personnes doivent partir. Là, c'est bon. Alors, merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup. Merci d'abord à notre conférencier invité qui a relevé le défi de ce sujet sensible et qui nous a bien présenté cette question complexe. Merci à tous ceux et celles qui ont été présents ici et en ligne. Alors, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.